Il y a 5 minutes, l'armée russe atteignait la frontière. Les Russes crient. Les forces armées ukrainiennes arrachent toute une région de leurs mains. Premières images, les forces spéciales ukrainiennes ont mené une opération de nettoyage féroce. Pour la première fois dans l'histoire, l'Europe donne de l'argent et appuie sur le bouton pour poursuivre la contre-offensive des forces armées ukrainiennes. Loukachenko est figé dans l'attente de l'horreur. Minsk tient bon avec ses dernières forces. Moscou a pressé la dernière goutte. Kiev a déjà un plan. Choc, la Russie sombre dans l'oubli. Une catastrophe sans précédent a commencé. Apocalypse de neige, coupure générale et tempête du siècle. Même un bunker ne sauvera pas Poutine. Et en plus, une nouvelle balistique ukrainienne sur Moscou. Au Kremlin, on crie « Alerte, la Tchétchénie est en ébullition ». Dondon lance un processus choquant avec ses dernières forces. Grozny ferme précipitamment le ciel, mais en réalité, il s'apprête à frapper le Kremlin. Tout cela dans notre émission Pointe infernale. Choc total. La direction assistait à lâcher les Russes. Nos forces spéciales ont rendu cet échec de l'armée russe presque magique. Un retournement de situation inattendu. Les occupants ont été victimes d'une embuscade. Gerasimov est hors de lui. À voir absolument. L'Europe investit des millions de dollars pour poursuivre notre offensive. Échec et mat, Poutine. La contre-offensive des forces armées ukrainiennes perce jusqu'à Melitopol. Nous libérons toute la région de Zaporijia. Ne manquez pas les premiers détails. La contre-offensive ukrainienne ne s'arrête pas une seconde. Cette même région de Zaporijia continue d'apporter de bonnes nouvelles. En particulier, cette fois-ci, ce sont les combattants du renseignement militaire ukrainien, GUR-MO, qui se sont distingués. Selon nos renseignements, les soldats de l'unité Artan ont repris des positions clés près de Stepnoïrsk, dans la région de Zaporijia. Les forces spéciales de la direction principale du renseignement ont mené une série d'actions offensives réussies. L'efficacité des actions offensives près de Stepnoïrsk est due au haut niveau de coordination des forces engagées. Les groupes d'assaut opèrent avec le soutien d'équipes de drones d'attaque lourds, d'artillerie et d'autres moyens de destruction par le feu. Les combattants ont considérablement amélioré la situation tactique sur ce secteur du front et ont également détruit les groupes d'assaut avancés de l'armée russe. Il s'agit de dizaines d'occupants. Dans le même temps, les frappes sur la logistique et les nœuds de communication de l'ennemi ont rendu impossible leurs assauts ultérieurs dans cette direction. Ici, des unités d'assaut aéroportées ont également été engagées, notamment des unités des troupes aéroportées russes. Et aujourd'hui, nous constatons que grâce aux efforts de nos unités d'assaut, de nos unités de la direction principale du renseignement, en particulier de l'unité spéciale Artan, il a été possible de neutraliser ces avancées de l'ennemi, d'améliorer réellement nos positions tactiques et par conséquent d'empêcher les Russes d'atteindre les hauteurs. Les analystes notent que de tels résultats sont également dus au fait que les Russes n'ont pas réussi à se remettre après la désactivation de leurs terminaux Starlink. Malgré les tentatives de rétablir la connexion satellite, ils n'arrivent pas à retrouver les performances d'avant. Les renseignements sont insuffisants, le commandement opérationnel des unités en première ligne est perturbé et la précision des frappes a considérablement diminué. Notamment à cause de cela, les assaillants tombent constamment dans les embuscades des forces armées ukrainiennes. La tactique d'infiltration par petits groupes a échoué. Et ce n'est pas parce que les militaires ukrainiens ont utilisé des drones kamikazes FPV, et encore moins parce qu'ils ont rencontré l'ennemi avec des tirs d'armes légères classiques. Un complexe robotisé terrestre, armé d'une mitrailleuse, a abattu les occupants russes. Ils n'avaient aucune chance. L'endroit exact où cette situation s'est produite n'est pas communiqué pour des raisons de sécurité. On sait seulement que ce sont les défenseurs de la 32e brigade des forces armées ukrainiennes qui se sont distingués. Et ce genre d'opération ne fera qu'augmenter, car il semble que l'Europe ait décidé d'investir sérieusement dans des armes offensives pour l'Ukraine. On sait déjà que la France et la Norvège financeront la livraison à l'Ukraine de munitions aériennes et de systèmes de surveillance pour un montant d'environ 460 millions de dollars. Les armes seront livrées à partir des stocks de l'armée française, ce qui permettra de renforcer le succès de l'offensive ukrainienne dans les prochains mois. Cette offensive est importante non pas par la superficie des terres libérées, mais parce que l'armée ukrainienne stabilise la situation dans le sud et repousse les unités russes en arrière. Dans le même temps, les analystes constatent que les succès actuels des forces armées ukrainiennes sont notamment le résultat de la réforme menée au sein des forces de défense. Le passage à un système de corps d'armée a permis de prendre effectivement le commandement sur le terrain sans attendre la confirmation du centre.
Cela concerne également les décisions relatives aux frappes contre l'ennemi, ce qui a considérablement réduit le temps de confirmation des opérations ainsi que l'efficacité de nos attaques. Les drones des forces d'opération spéciales des forces armées ukrainiennes ont frappé la zone de déploiement d'une division de missiles Bastion en Crimée. Il s'agit d'un complexe de missiles côtiers, initialement conçu comme un système anti-navire. Cependant, ces missiles Onyx sont utilisés pour frapper les villes ukrainiennes et les ports d'Odessa. Les drones ont également frappé un dépôt de munitions près du village de Nizhnia Krinka et un dépôt logistique dans la région de Velika Novosilka. Tout cela se passe dans la région de Donetsk. En ce qui concerne directement la contre-offensive ukrainienne, le commandement indique qu'elle perturbe déjà les plans du Kremlin pour 2026. Pour soutenir les troupes en retraite de la région de Zaporijia, la Russie transfère des réserves qu'elle avait conservées pour le printemps-été de cette année. D'ailleurs, le seul résultat que cela apporte, c'est l'augmentation des pertes parmi les occupants. Il est évident que les délais concernant le front de Zaporijia, concernant l'offensive sur la ville de Zaporijia, ne seront pas simplement ajustés aujourd'hui par l'ennemi, mais en conséquence, l'ennemi sera probablement obligé aujourd'hui de changer ses plans, car il a été repoussé des positions où il tentait de s'établir. L'état-major général indique également qu'il communique la situation sur les fronts avec un certain retard, afin de ne pas compromettre les opérations des forces de défense. Et puisque la rhétorique de nos militaires ne change pas, on peut affirmer avec certitude, les forces armées ukrainiennes sont clairement allées plus loin que ce qui a été officiellement annoncé. La bataille pour la vie continue. Aide pour un héros grièvement blessé. Les médecins ont déjà accompli l'impossible, mais ce qui attend n'est pas seulement une convalescence, mais une série d'opérations complexes. Tous les détails sur la façon d'aider notre défenseur se trouvent dans la description sous la vidéo. Loukachenko a convoqué d'urgence les généraux. La décision secrète de Minsk et de Moscou. Les forces armées ukrainiennes ne comptent plus tolérer cela. Un coup porté à la dictature en direct. Les Biélorusses sont sous le choc. Le père lance précipitamment le processus de mobilisation. Offensive contre l'OTAN. Loukachenko a signé son propre arrêt de mort. Poutine ne pourra plus le sauver. Des révélations choquantes à ne pas manquer, à suivre. Nouvelle attaque. La Russie et la Biélorussie préparent de nouveaux exercices conjoints sur le territoire biélorusse. C'est ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky dans une interview accordée à un média indépendant biélorusse. Il a expliqué que l'Ukraine surveille la situation et évalue l'ampleur que prendront ces exercices. Je sais que Loukachenko et Poutine parlent d'exercices militaires conjoints sur le territoire biélorusse. Nous verrons à quel point ils seront réellement plus importants. La dernière fois qu'ils ont été massifs, vous vous souvenez, l'offensive contre l'Ukraine a commencé. C'est pourquoi tout cela représente de grands risques pour l'Ukraine, c'est certain. Et je pense que ce sont aussi de grands risques pour les Biélorusses. Les experts aussi disent qu'il faut étudier très attentivement le nombre de troupes. Et à partir de cette analyse, il faut évaluer à quel point la menace est grande et quels sont les plans du Kremlin. Eh bien, si nous parlons d'une sorte d'invasion de l'Ukraine, Kiev 2.0 selon ce principe, je rappelle qu'en 2022, une force de 40 000 soldats des troupes d'occupation russes a participé à cette invasion depuis le territoire biélorusse. La Russie peut-elle actuellement se permettre un tel niveau de préparation pour un groupement de 40 000 hommes ? Non. Et il n'y a pas non plus de dotation en effectifs conforme à l'organisation prévue. Pour tenter à nouveau une invasion de l'Ukraine dans le but d'atteindre Kiev, le groupement russe devrait compter entre 100 et 150 000 hommes, et il est tout simplement impossible de le déployer discrètement sur le territoire biélorusse. Et il s'agirait principalement d'un groupement composé de ressources humaines. C'est pourquoi on peut observer ces menaces à distance et en prendre simplement acte. Ce qui est intéressant, selon les experts, c'est que l'Ukraine, en cas de menace, ne s'arrêtera plus. Autrement dit, si la Russie organise des provocations sur le territoire biélorusse, alors les frappes des forces armées ukrainiennes viseront également le territoire de la Biélorussie. Il ne faut pas non plus exclure que la Russie puisse très bien organiser des provocations à la frontière depuis le territoire biélorusse, le long de nos frontières nord, une fois de plus. Mais je ne pense pas que dans ce cas, l'Ukraine fera preuve d'une quelconque tolérance particulière envers la présence territoriale des Russes, précisément sur le territoire biélorusse et leur déploiement compact. Ces positions seront frappées par tous les moyens dont nous disposons. Un autre facteur indiquant que des exercices militaires se préparent sur le territoire biélorusse, ce sont les convocations massives adressées aux hommes, tant en Russie qu'en Biélorussie. Et en Biélorussie, tout le monde est envoyé à Grodno et dans d'autres villes de l'Ouest. Et c'est important, la région de Grodno se trouve à proximité du corridor de Suwałki, une zone stratégique entre la Biélorussie et Kaliningrad.
Les hommes sont emmenés rapidement, parfois sans même avoir le temps de préparer leurs affaires à la maison, parfois directement depuis leur lieu de travail, comme s'en plaignent les femmes. Officiellement, les autorités affirment qu'il s'agit d'un contrôle de la capacité de combat et d'une réaction à la rhétorique agressive de l'Occident. C'est pourquoi de tels exercices ne représentent pas seulement une menace pour l'Ukraine. Une attaque contre l'OTAN n'est plus quelque chose d'irréaliste car Poutine a déjà mené des attaques hybrides en Europe et les pays de l'OTAN se préparent déjà au combat. De plus, il a été révélé que la Biélorussie et la Russie ont fait appel à des combattants du Hamas pour construire des tunnels vers la Pologne. La version officielle est que cela sert à faire passer des migrants illégaux en Europe dans le cadre de la guerre hybride contre l'Occident. Mais les experts n'excluent pas la possibilité d'envoyer des groupes de sabotage. On peut imaginer que ces tunnels pourraient être utilisés pour une invasion, mais leur véritable utilité serait plutôt d'envoyer de petits groupes de sabotage de type commando qui mèneraient des activités terroristes et provoqueraient des incidents sur le territoire voisin. L'Ukraine est-elle prête à repousser une nouvelle invasion russe depuis la Biélorussie? Oui. Mais l'OTAN est-elle prête à une guerre contre la Russie? L'OTAN n'est absolument pas prête à une guerre contre un adversaire comme la Russie. À l'heure actuelle, il n'existe absolument aucun pays sur le continent européen qui soit totalement prêt, ni même partiellement préparé à ce qui pourrait l'attendre. En cas d'une véritable opération offensive interarmes de très grande échelle, que la Fédération de Russie pourrait potentiellement mener contre l'un des pays membres de l'Alliance Atlantique ou de l'Union européenne dans un avenir proche. C'est précisément pour cette raison qu'il est insensé de chercher à s'entendre avec la Russie par peur de provoquer Poutine, comme le font actuellement la plupart des hommes politiques occidentaux. Poutine ne comprend que la force. Si on ne l'arrête pas à temps, une guerre en Europe pourrait commencer dès cette année. C'est finalement arrivé, quelques secondes avant le chaos. La tempête de neige transforme les rues de Moscou en un désert blanc. Des images choquantes, il reste de moins en moins d'endroits sûrs pour vivre en Russie. La lumière et la chaleur disparaissent sur commande. Il ne faut pas compter sur une restauration rapide. C'est la catastrophe totale. La tempête ravage la ville préférée de Poutine. Sotchi ne ressemble plus à l'ancien paradis. La mer s'est transformée en piège. Le Kremlin a empoisonné la vie des siens. Il faut voir ça, ne manquez pas. C'est vraiment hardcore en Russie. Des catastrophes naturelles anormales et l'effondrement des services d'urgence et des services communaux. L'horreur, l'horreur. Vraiment l'horreur. Bon, ce n'est pas... Des gels jusqu'à -60, des chutes de neige et une pénurie de carburant. L'apocalypse de Biorechensk. Il n'y a pas de lumière, pas d'eau, rien ne fonctionne nulle part. Tout est en panne. Nous sommes à la recherche d'essence. Biorechensk, 2 janvier. C'est la seule station-service où il y a de l'essence. J'espère qu'il y en aura assez pour nous et que nous atteindrons le bout de cette file. Nous faisons déjà la queue depuis 1 heure. Les gens font fondre la neige pour avoir de l'eau à boire. Ils restent dans leurs appartements alors qu'il fait des températures négatives. Les autorités ignorent complètement les problèmes. Dans la région de Tver, il n'y a pas de lumière. Presque 48 heures. Il n'y a pas d'eau, il n'y a absolument rien ici. Peut-être que quelqu'un connaît au moins des représentants de la société Rossetti. Envoyez-leur mon mail. Il y a des gens qui meurent ici, qui gèlent. Vous êtes sérieux? Non, aucune équipe n'est envoyée ici. Toutes les routes sont ensevelies. Les gens ne peuvent absolument pas sortir. Panne de courant à Belgorod après les bombardements. Il n'y a pas de chauffage et il n'y en aura pas avant la fin de la saison de chauffage. Le gouverneur étend les mains. Monde A, eh bien voyons. Il n'y a rien du tout dans toute la ville. Tous. Les efforts que nos énergéticiens et chauffagistes ont fournis ces 2 derniers jours n'ont pas encore abouti aux résultats tant attendus. Nous prenons une décision. Dans 455 immeubles résidentiels, nous commençons à vidanger système de chauffage. 25 jardins d'enfants, 17 écoles, 9 polycliniques, 4 universités. Il n'y a pas d'électricité non seulement dans les zones de première ligne, mais aussi dans la région de Moscou. Et l'intégralité de toute cette zone de la ville se retrouve actuellement totalement privée d'électricité. Et même dans les régions où les drones ukrainiens ne peuvent pratiquement pas accéder,
Avantage collectif. Il n'y a absolument pas d'électricité à cet endroit, les lignes électriques ne sont pas assez robustes pour la supporter et il est également impossible de les réparer. Collons de la colle, ça servira à quelque chose. C'est ça. Les visites de tout le monde sont glaciales. L'administration ne fait rien. D'abord, ils ont laissé les gens geler, puis le câblage n'a pas tenu à cause du fait que tout l'immeuble se chauffait avec des radiateurs électriques. Maintenant, ils ont aussi coupé l'électricité. 5 camions de pompiers sont arrivés pour éteindre l'incendie. La nacelle est tombée en panne. Je ne sais pas ce qu'ils vont devoir sortir maintenant. Sur les ponts. Complètement. Ils n'ont même pas atteint les dégâts. C'est là, voilà les dégâts. C'est un véritable apocalypse au Kamtchatka. Cet été, le plus fort séisme depuis 1952. Opa, ça tremble chez nous. Un peu. Marina, calme-toi. Marina, doucement, tout va bien, tout va bien. Chers amis, je vous rappelle que chez nous, nous vivons au Kamtchatka. Et en hiver, la neige ensevelit littéralement des immeubles entiers. Que fait le gouvernement à ce moment-là? Mystère, il n'essaie même pas de sauver les gens. Honnêtement, je ne sais même pas vraiment si les habitants qui vivent dans cette entrée spécifique ont eu de la chance ou non dans cette situation. Mais pour tout le reste, absolument tout le monde est d'accord. Si seulement nous avions la possibilité d'entrer normalement dans l'immeuble, cela ne poserait absolument aucun problème majeur. Cependant, devoir sortir en empruntant cette pente raide et glisser tout du long sur les fesses, ce n'est pas une chose si difficile à réaliser en soi. C'est la galère. C'est bon, tu es libre. La catastrophe écologique se poursuit en mer Noire. 1 an après l'accident des pétroliers et la fuite de mazout, les autorités russes n'ont toujours pas éliminé les conséquences. C'était Chaïevski qui a mis en bouteille. Voilà Vladimir Krina à l'instant. Le sang coule encore. Le deuxième matri, tout petit. Vladimir Vladimirovitch, nous, habitants d'Anapa, du kraï de Krasnodar et de tout notre pays, nous vous demandons de l'aide. C'est un cri du cœur. Les autorités locales ne s'en sortent pas, elles n'ont pas les ressources nécessaires. La seule ressource, ce sont les gens ordinaires avec des pelles. Les mazouts des côtes du kraï de Krasnodar, au lieu d'être éliminés, sont ramassés à l'aide de machines. Ou bien ils sont jetés dans le secteur privé. Et bientôt, un nouvel été arrivera et les taches toxiques recommenceront à remonter à la surface et à chauffer. Il est particulièrement agréable de se détendre longuement sous les rayons chauds et éclatants du soleil d'été, tout en profitant pleinement de cette lumière dorée qui enveloppe doucement tout le paysage environnant d'une atmosphère paisible et vraiment relaxante. Le mazout est arrivé jusqu'au passage lui-même. Nous sommes venus et nous nous sommes demandé s'il y avait un sens à ramasser dans des sacs, si personne ne les évacue. Voici les sacs provenant de la plage de la ville balnéaire d'Anapa. Ils sont transportés et déversés sur le sol au hameau Voskresenski, rue Smolianka, 24. Voici un camion qui vient d'arriver pour décharger. Voici directement une maison privée. Plus bas, il y a aussi des maisons privées. Et bien sûr, ce n'est pas loin. De nouvelles inondations que les autorités russes ignorent d'année en année et n'essaient même pas de prévenir. Mon cours est complètement inondé. Et encore, là-bas, les appartements du 5e étage sont inondés jusqu'aux fenêtres. Tout simplement, jusqu'aux fenêtres. Cette nuit, tout le monde a été évacué par les fenêtres. En gros, la première est déjà inondée. Le ministre russe des situations d'urgence, pour Poutine, ne viendra pas ici. Il y a même des inondations dans la fierté de la Russie, Sotchi, où le dictateur aime passer ses vacances. Il est tout à fait possible que je n'ai encore jamais vu cela de ma vie. Nous sommes assis dans la voiture sur Donskaya, regarde ce qui se passe. C'est vraiment horrible. La moitié de notre voiture est déjà sous l'eau. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a là-bas?
On est déjà assis là, l'eau nous arrive jusqu'aux couilles. Il est évident que les autorités russes se moquent complètement de leur propre population, qu'ils restent assis dans le froid et la boue, sans toit au-dessus de leur tête. L'essentiel, c'est de raconter à la télévision à quel point ils sont grandioses et de fabriquer encore plus de missiles pour tuer les habitants du pays voisin. L'Ukraine libère de nouveaux prédateurs, méga balistiques sur Moscou et Saint-Pétersbourg. Au Kremlin, la terre se dérobe sous leurs pieds. Poutine est pris de fièvre, les généraux se mordent les lèvres et la propagande en perd la parole. Le boomerang de la guerre est revenu et maintenant le compte à rebours se fait en heures. Des cibles juteuses sont dans la ligne de mire, laquelle s'embrasera la première sous le feu de notre vengeance, la réponse dans un instant. L'Ukraine disposera de nouveaux missiles balistiques défense. La société Firepoint prépare l'armement des missiles balistiques FP7 et FP9. Les concepteurs de missiles affirment qu'ils sont nettement moins chers que leurs homologues occidentaux et que leur portée leur permet d'atteindre des cibles stratégiques situées en profondeur à l'arrière. Fédération de Russie. Depuis, le système de propulsion de l'ogive est l'un des éléments standards de ces missiles. Pour le missile plus petit, le FP7, il s'agit d'une bombe américaine de 500 livres, une bombe aérienne explosive classique FAP. Quant au FP9, c'est une version plus puissante, une bombe aérienne explosive de 2000 livres. Bien sûr sans la partie arrière, donc elle est un peu plus légère en termes de charge utile, mais c'est la plus grosse bombe américaine de la Seconde Guerre mondiale. Il est déclaré que le missile FP7 est une version économique du système américain ATA-CMS. Il est conçu pour des frappes de haute précision à courte distance. Une modification plus puissante, la FP9, est capable d'atteindre des cibles jusqu'à Moscou ou Saint-Pétersbourg. Firepoint a annoncé la création de 2 missiles. L'un, à peu près pour remplacer l'ATA-CMS, c'est le FP7, avec une portée allant jusqu'à 200 km, et maintenant jusqu'à 300 km. Et la FP9, c'est déjà un missile plus sérieux, avec une portée allant jusqu'à 900 km. Au début de post-ci, on parlait de 800 à 850 km. Mais les essais montrent une portée légèrement supérieure. Et les ogives, respectivement, si sur le FP7, elle n'est pas très grande, environ 150 kg, alors sur le FP9, c'est déjà un missile sérieux. Là, l'ogive fait 800 kg. Il est évident à l'œil nu que ces nouveaux missiles renforceront les positions défensives de l'Ukraine. Et les cibles dépendent du type d'ogive. Si c'est une ogive pénétrante, alors ce sont des cibles protégées. Si c'est une ogive classique, alors par exemple des entreprises, des entreprises. Une bombe explosive, il lui suffit de percer le toit et d'exploser à l'intérieur du bâtiment. Si la cible est une frappe contre des positions de systèmes de missiles anti-aériens, il peut s'agir d'une ogive spécifique. Là où il y a une grande quantité de sous-munitions, il suffit simplement d'endommager les remorques avec l'équipement radioélectronique pour que le système soit hors service pendant longtemps, voire complètement inutilisable. Chez Firepoint, on souligne que, contrairement aux drones ou aux missiles de croisière, les projectiles balistiques ont plus de chances de percer la défense anti-aérienne autour de la capitale russe. Oui, et quand on dit que les systèmes de défense anti-aérienne russes ne peuvent pas être dispersés sur tout le territoire, et il n'est pas nécessaire de le faire. Il suffit de créer quelques zones de patrouille militaire et il deviendra alors très difficile de les franchir. Et le militaire est l'arme la plus efficace contre les frappes aériennes aérodynamiques, les missiles et les drones. Mais si nous utilisons des armes balistiques, dans ce cas, À l'heure actuelle et en ce moment précis de notre existence, tout au long de la période contemporaine que nous traversons de manière tout à fait concrète et immédiate, les missiles sont en phase de test. La rapidité de leur développement est due à la réduction de la bureaucratie dans le secteur de la défense. On s'attend à ce qu'ils soient codifiés et officiellement adoptés dès février de cette année. Incroyablement redoutable sur le terrain. Les drones ukrainiens ont de nouveau troublé la tranquillité de Kadyrov. On sent l'odeur d'un nouveau grand jeu. Et le Kremlin ressent déjà la tension.
Dondon ferme le ciel non pas contre les forces armées ukrainiennes, mais contre Poutine. La Grèce et la peur enveloppent la capitale, l'avalanche prend de la vitesse. Se pourrait-il que ce ne soit pas un bouclier, mais le premier pas de la Tchétchénie contre le maître du bunker lui-même ? Cela pourrait devenir un moment décisif. Les premiers détails à ne pas manquer. Rarement, mais avec précision, de bons drones attaquent la Tchétchénie. Tout a commencé à la fin du mois d'octobre 2024. L'université des forces spéciales à Oudermès a été prise pour cible. Après la première attaque, Kadyrov a promis une terrible vengeance. Mais ils ont fini par nous remettre en liberté. Et nous allons réduire cette demeure en cendres. Nous allons leur montrer de quoi nous sommes capables. Cette maison, dans un futur extrêmement proche désormais, oui, cette maison. Ce sera un aveu d'une telle ampleur et d'une telle force qu'ils n'en avaient même pas rêvé dans leur pire cauchemar. Mais 2 semaines plus tard, un drone attaque déjà la caserne du régiment spécial de police Akhmat à Grozny. Quelques jours passent encore et les drones ont déjà attaqué la base de l'Aumône, toujours à Grozny. Presque un an de pause et voilà que ça recommence. En novembre 2025, de bons drones sont arrivés jusqu'en Tchétchénie. Sous attaque, l'unité militaire du régiment de la garde nationale russe Akhmat Nord dans la capitale de la République. Le 2 décembre, des drones attaquent le bâtiment du ministère de l'Intérieur à Gouderme. 3 jours plus tard, ils frappent déjà près du bâtiment du FSB à Grozny City. C'est pourquoi Dondon est de nouveau furieux et promet de se venger cruellement. Nous allons nous venger cruellement. Nos cibles ne concerneront que des installations militaires. Et vous verrez à quel point il est impossible de garder la République tchétchène. Mais la vengeance, tout comme la défense contre les attaques, ne fonctionne pas, alors les drones frappent aussi bien la Tchétchénie que la réputation de Ramzan Kadyrov. Et en plus, ce sont ses propres soldats qui mettent Dondon dans l'embarras. À l'été 2025, des soi-disant embuscades mobiles équipées de systèmes anti-aériens ont été déployés dans la République pour protéger les lieux importants pour Kadyrov. Mais à cause de la négligence des hommes de Kadyrov, elles sont de peu d'utilité. Le 15 décembre, des drones attaquent une base à Grozny. Le 15 décembre, toutes ces embuscades et installations se sont révélées inutiles. Comme c'était un jour férié, les membres des forces de sécurité tchétchènes étaient traditionnellement rentrés chez eux, pour manger et se reposer. Pour la même raison, sur le territoire de l'Aumône, où le 15 décembre un drone ukrainien a pénétré sans obstacle, les systèmes antiaériens, au lieu d'être en service de combat, restaient tranquillement bâchés dans un hangar fermé. La 3e attaque aérienne sur Grozny en un mois a pris tout le monde par surprise. Les agents de l'Aumône n'ont même pas eu le temps d'appeler les opérateurs de la défense anti-aérienne de garde, ni même de trouver les clés du hangar où se trouvaient les systèmes anti-aériens. Le plus drôle, c'est que la veille de cette attaque, Kadyrov a décidé de motiver ses subordonnés et a promis 1 million de roubles pour chaque drone abattu. Mais comme nous pouvons le constater, il n'a pas été possible d'abattre efficacement les drones. C'est pourquoi le 17 février, Kadyrov a décidé de créer une nouvelle formation, des groupes mobiles de défense anti-aérienne. Sur votre ordre, un ensemble de mesures a été mis en œuvre en République tchétchène pour renforcer la protection de l'espace aérien. Dans le but de détecter et de neutraliser rapidement les menaces, des groupes militaires mobiles ont été formés à partir des membres du ministère de l'Intérieur, de la Garde nationale russe et du ministère de la Défense qui sont équipés de tout le nécessaire. La défense anti-aérienne est assurée 24 heures sur 24 par les systèmes du ministère de la Défense et les dispositifs de guerre électronique. Encore une fois, l'espace aérien de la Tchétchénie sera protégé par tous ceux qui l'ont déjà fait. Enfin, presque tous ceux qui l'ont fait jusqu'à présent. C'est juste que maintenant, ils font partie d'une unité distincte. À la question logique de savoir si la défense aérienne tchétchène deviendra plus efficace, la réponse logique est non. Alors pourquoi créer une nouvelle formation ? Il y a suffisamment d'objectifs cachés. Le plus simple, c'est l'argent. Le ministère de la Défense alloue de l'argent. Et bien sûr, il en profite. Il reçoit, disons, pas mal d'argent du Kremlin. Voilà ces bataillons. Pourquoi précisément Kadyrov ? Est-ce qu'en Tchétchénie, on crée à chaque fois de nouveaux bataillons ? Il y a 8 bataillons là-bas. Certains sont financés par le ministère de la Défense, d'autres par la fondation Akhmat Kadyrov, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'on vole de l'argent, c'est de la corruption ? Mais le financement n'est pas la seule chose qui motive Kadyrov. Au sultan tchétchène, pour se protéger lui-même et son clan, il faut une grande armée. Et comment pourrait-il en être autrement quand on aime se venger de tous ceux qu'on croise ? De plus, ces unités compactes et mobiles peuvent être facilement transférées sous gestion directe à de jeunes héritiers, à Akhmat et Adam.
Les descendants de Kadyrov occupent des postes importants et la perspective d'une armée personnelle se profile également. Je veux que tout cela reste, que mes enfants vivent une vie digne. Et qu'ils laissent, que cette famille laisse un bon nom. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Mais cette nouvelle structure a encore un autre objectif caché. Ces groupes mobiles de tir pourraient devenir un instrument de mobilisation secrète dans la République. Et il n'est pas difficile d'y croire. L'Organisation de défense des droits de l'homme Mémorial a écrit en 2022 et 2024 que les forces de l'ordre en Tchétchénie, pour assurer le flux de volontaires, arrêtent des personnes. On connaît des cas récents. Le mouvement d'opposition NISO a écrit au sujet de raids des forces de l'ordre le 31 janvier. Des informations arrivent d'Ouroz-Martan, où les employés des bureaux de recrutement militaire, conjointement avec les forces de l'ordre, continuent de rechercher de jeunes hommes. Des voitures sont arrêtées sur les routes. Et les raids vont souvent plus loin. Le 6 février, ce même NISO a écrit que, dans le but d'envoyer des gens au front, les forces de l'ordre ont enlevé une personne. Mais les groupes de défense antiaérienne créés peuvent aussi être utilisés pour enlever simplement ceux qui ne sont pas d'accord. En suivant scrupuleusement ce nouveau régime alimentaire de Kadyrov. Cela constitue en réalité la mission fondamentale et quotidienne pour l'ensemble des troupes fidèles à Kadyrov, ainsi que pour le dirigeant Kadyrov en personne. Mais alors, pour quelle raison précise en est-il ainsi? Quelle est la première et principale tâche de Kadyrov? Ce n'est pas de prendre Kiev en 3 jours, ni d'aller faire la fête à Dubaï avec un quelconque chef, ni de se rapprocher de l'Est. Là-bas, la tâche principale et prioritaire de Kadyrov est que la Tchétchénie reste au sein de la Russie. Et il doit utiliser tous les moyens possibles. Peu importe. Pression sur les proches, enlèvement de personnes, meurtre, viol. Peu importe, c'est une intimidation totale. Mais tout le monde sait parfaitement comment Kadyrov et ses sbires traitent ceux qui leur déplaisent. Des informations sur des enlèvements sont publiées presque tous les jours. La torture est devenue banale et cela va souvent jusqu'au meurtre. Et oui, ce ne sont pas du tout les structures compétentes qui s'occupent de ces représailles. Par exemple, prenons le régiment pétrolier. C'est une structure militaire qui protège les puits de pétrole, les installations en Tchétchénie. Ils sont censés simplement assurer la sécurité. Mais le régiment pétrolier s'occupe aussi d'enlèvement, de torture et produit des résultats. Toutes les structures de force en Tchétchénie doivent faire cela. Mais même après 20 ans de vie sous le joug, il y a encore des dissidents en Tchétchénie. Avec les attaques contre la région, leur nombre a augmenté. C'est pourquoi les forces de Kadyrov poursuivent leur travail et Ramzan lui-même menace de décapiter les critiques du régime après les frappes de drones sur la République. Compte tenu de telles menaces directes, il n'est pas surprenant que les lieux de travail soient mobiles. Les embuscades de la défense antiaérienne coïncidaient avec les zones instables où, au lieu d'abattre des drones, on constatait une recrudescence des arrestations et des enlèvements. On parle d'une augmentation des cas de 40 à 50%. L'implication de groupes de défense anti-aérienne dans les enlèvements permet aux forces de Kadyrov d'arrêter des personnes dans un vide informationnel total. En effet, les pick-up des groupes de défense anti-aérienne sont équipés de systèmes de guerre électroniques. La puissance de ces systèmes suffit à bloquer les communications et l'Internet mobile dans la zone souhaitée. Cela rend impossible la transmission de signaux sur l'approche des forces de l'ordre et des messages concernant les arrestations. Ainsi, le régime de Kadyrov pourra définitivement écraser l'opposition. C'est tout pour moi. C'était moi, Darina Houtzkalo. Encore plus de nouvelles brûlantes dans notre prochaine édition. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. À bientôt.